Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de growth hacking et de e-commerce. J'ai été interviewé par WheezyShop, qui est une des solutions leaders d'e-commerce en France, hein. Et donc WheezyShop m'a posé quelques questions, en l'occurrence comment on pouvait adapter le growth hacking à l'e-commerce. En fait, bon, au début de l'interview, je présente un petit peu le growth hacking, le bouquin que j'ai lu, puis après, en fait, on se concentre sur les deux axes du growth hacking, growth, hein, c'est-à-dire ce qui va permettre d'assurer la croissance sur le long terme en modélisant son cycle de vente via le tunnel AAR, donc acquisition de trafic, activation du produit ou du service, c'est-à-dire par exemple vente d'un produit, rétention du client, c'est la deuxième vente éventuellement en e-commerce, et recommandation, c'est tout ce qui est système de parrainage ou de partage qu'on a acheté sur un site e-commerce, et augmentation des revenus. Pour un e-commerce, c'est très simple, hein. Si on va faire de l'upsell systématique en proposant un produit complémentaire, on va essayer de vendre du service, on va essayer de faire ceci, cela. Voilà. Donc en fait, le tunnel AR s'applique vraiment aussi à l'e-commerce. Il y a pas de, en fait, il y a juste quelques petites adaptations à faire sur tout ce qui est activation, parce qu'on ne parle pas d'activation, mais vraiment de commande, de première commande. Et c'est ça qui va vraiment être important. Activer la première commande, faire la première commande, et surtout la deuxième commande, puisque souvent en e-commerce, on devient rentable uniquement à partir de la deuxième commande, puisque les coûts d'acquisition sont tellement importants que sur le premier, entre les frais de port, les coûts d'acquisition pour avoir le prospect, on n'est pas rentable. Donc en fait, il faut absolument avoir cet esprit-là. Voilà. Et après, donc, la partie hacking, vous la connaissez, hein, comme moi, c'est tous ces fameux outils, scripts qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses. Voilà. Donc le growth hacking, c'est pas forcément vite fait, mal fait, mais c'est plutôt vite fait, bien fait et bien analysé en fait, hein. On cherche pas forcément la perfection, mais on cherche à voir ce qui marche pas et comment on va pouvoir s'améliorer. Alors, comme je disais, la première chose en fait, et c'est ce que doivent faire d'ailleurs tous les e-commerçants, c'est savoir un petit peu où ils en sont dans leur cycle de vente et modéliser leur tunnel. Parce qu'en fait, c'est souvent là où on a la plus grosse difficulté dans l'e-commerce, c'est-à-dire qu'on va dépenser de l'argent dans des campagnes marketing, dans des Google AdWords, dans des Facebook Ads, des choses comme ça, et on ne sait pas vraiment combien on gagne, qu'est-ce qui rapporte ou pas, et par habitude, on continue à mettre ces 500, 1000, 2000 euros d'AdWords tous les mois, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui marche, mais bon, ça marche un peu, ça génère du trafic, etc. Donc en fait, il faut bien sûr analyser son tunnel de vente et savoir où ça marche, où ça marche pas, puisqu'en fait, si on fait pas ça, c'est comme si on n'arrêtait pas de remplir un seau d'eau et puis en fait le seau est percé de trous. Donc au lieu de continuer à essayer de remplir de plus en plus le seau en ajoutant de plus en plus d'eau, il faut essayer plutôt de combler les trous et ensuite alors on va s'amuser. Voilà. Donc on doit surveiller normalement ces infos, hein. Un bon e-commerçant a automatiquement un système de tracking qui permet de vérifier quand je passe une annonce sur Google Ads, sur Facebook Ads, etc. Qu'il y ait un tracking. Donc bien sûr vous avez Google Analytics, vous avez des petits outils aussi comme ClickMeter, etc. qui permettent également de suivre les conversions. Donc en fait le but c'est que vous essayez de trouver dans votre tunnel où ça va pas. Alors bien entendu, quand on est dans l'e-commerce, on va pas juste faire un tunnel global, puisqu'en fait il y a plein de sources de trafic. Donc on va bien sûr analyser source de trafic par source de trafic. C'est-à-dire qu'on va détailler la phase du tunnel en partie la partie acquisition et conversion. On va véritablement détailler avec les canaux, c'est-à-dire qu'on va mettre d'un côté AdWords, on va mettre d'un côté Facebook Ads, on va mettre d'un côté par exemple le blog, le référencement, on va mettre d'un côté les marketplaces, etc., etc. Et là en fait on va pouvoir identifier, voilà, j'attire par exemple 1000 prospects via Facebook Ads, et en fait sur ces 1000 prospects j'ai 10 commandes et j'ai une vente. Avec Google AdWords j'attire 250 prospects, mais j'ai 10 ventes et j'ai donc X euros de chiffre d'affaires. Donc comme ça on va pouvoir comparer un par un ces différents canaux et voir un petit peu les performances. Le but en fait c'est de se dire ok, quel canal est le plus performant, quel est le plus défaillant, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer dans ces choses là. Donc en fait une fois qu'on a identifié son point faible, alors en e-commerce c'est souvent plutôt la conversion qui est vraiment à améliorer plus que l'acquisition de trafic entre guillemets en augmentant le budget pub. Donc c'est vraiment se dire ok, comment je peux, quand je fais une campagne publicitaire, génération de trafic, comment je vais pouvoir avoir plus de trafic. Donc on identifie les points faibles et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir de manière rationnelle en fait des idées. Tout simplement, on identifie le problème. Par exemple, je fais sur Facebook Ads,
où je vais sur Google AdWords, voilà, je dépense 500 euros et je fais 10 commandes. Et ok, d'accord, mais on va identifier le problème. Qu'est-ce qui est vraiment problématique là-dessus? Est-ce que c'est des mots-clés? Est-ce que c'est parce que j'ai des problèmes d'enchères? Est-ce que je peux faire autre chose? Par exemple, est-ce que je vais pouvoir, par exemple, mettre mon numéro de téléphone? Est-ce que je vais mettre, par exemple, un prix? Est-ce que c'est en mettant une image? Est-ce que c'est parce que j'ai des campagnes qui sont sur le réseau de contenu qui est AdSense et qui ne marche pas, etc., etc. Donc en fait, on va essayer d'identifier le problème, mais pas en fait de manière vraiment light. On va vraiment prendre du temps, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre une bonne heure ou 2 heures et on va se dire qu'est-ce que je peux faire. Alors peut-être que je peux faire en changeant des images, est-ce que je peux faire en générant des mots-clés à la volée, est-ce que je peux trouver d'autres mots-clés supplémentaires. En fait, on va en fait lister toutes ces solutions et on va les mettre tout ça dans un fichier Excel. On va vraiment essayer d'en lister un paquet sans se limiter et on va essayer aussi de taper sur Google ces mots-clés-là, enfin ces mots-clés-là, ces problématiques-là, par exemple optimiser des campagnes AdWords, optimiser des campagnes Facebook Ads, et puis on va essayer de trouver des idées. Parce qu'en fait, on n'a jamais le monopole des bonnes idées, et puis comme ces outils-là bougent énormément, bah peut-être qu'on n'a pas pensé à tout. Et donc en fait là, le but, c'est vraiment de réserver du temps. Une fois qu'on a listé ses propres solutions, c'est important, il faut lister ses propres solutions d'abord, ses propres idées, et après en fait on va chercher des solutions ailleurs. Parce que si vous ne faites pas ça, bah, vous allez devenir un peu feignant, vous n'allez pas trouver les meilleures solutions, il faut toujours commencer par ses propres idées à soi. Donc le mieux en fait c'est bien sûr prendre un papier crayon et de commencer à lister ça. Après, ce qui est intéressant, c'est de confronter ces idées avec d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous travaillez dans votre coin, vous allez travailler rapidement, vous allez trouver des idées, mais vous n'allez pas avoir l'exhaustivité ou la meilleure créativité. Donc vous n'hésitez pas, en fait, à après aller voir une ou deux personnes en disant bah, tiens voilà, j'ai un problème sur la conversion. Je ne sais pas exactement quoi faire, j'ai déjà pensé à quelques idées, mais j'aimerais avoir ton point de vue. Et donc en fait, soit vous faites ça sous la forme d'une réunion brainstorming avec 3-4 personnes, soit vous le faites en one-to-one, en allant voir les gens directement à leur bureau. Vous savez qu'il y a des gens qui sont un peu créatifs, des gens qui travaillent dans les commerces, ou des gens qui ont travaillé dans tel truc, ou un collègue de bureau qui travaille dans un autre service, etc., etc. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que vous allez comme ça en plus engager les gens. Les gens vont dire ah ouais mais j'ai une idée, tiens je pourrais t'aider, je pourrais faire ceci, cela. Donc ça c'est vraiment bien. Ça permet de faire une petite émulation. Donc ça c'est quelque chose que je vous recommande. Vraiment, ne restez pas dans votre coin. Essayez vraiment d'avoir un brainstorm à la fois donc interne à l'entreprise, à la fois individuel et à la fois en fait en recherchant sur Google des idées parce que Google est vraiment une source d'informations. Ce que moi j'aime bien faire également quand je recherche des informations comme ça, je recherche normalement, donc je vais dire par exemple optimiser des campagnes Facebook Ads, optimiser des campagnes AdWords, astuces pour les campagnes AdWords, etc. etc. Donc en fait je cherche des astuces et ensuite ce que je fais c'est que je vais tout simplement après changer la date, c'est-à-dire que je vais chercher dans les outils de Google, en fait on va dans Google, on tape le moteur de recherche, tiens voilà on tape Google, voilà Google, on va sur le moteur et on tape par exemple astuces AdWords, voilà, astuces Google AdWords. Donc ici vous avez un certain nombre d'astuces qui vont sortir et après vous allez dans outils et vous allez date indifférente et vous cherchez moins d'1 an. Et en fait là ça vous permet de voir des astuces qui sont très 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 récentes. C'est-à-dire que vous allez avoir non pas les poncifs qui sortent depuis des années, si on compare en fait les astuces qui sont dans la première page et ceux qui sont après, vous pouvez voir qu'il y a quand même un certain nombre qui sont différents. Alors il y en a qui sont un peu communes, mais il y en a qui sont différentes, puisqu'en fait vous avez vraiment des nouvelles astuces qui tombent assez régulièrement. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à le faire avec des astuces en anglais. Si vous parlez anglais ou vous comprenez l'anglais, faites tips optimize, enfin parlez en anglais, puisqu'en fait si vous limitez uniquement au marché français, bah, vous aurez quand même une... Bon, je ne vais pas dire que le marché français est limité au niveau des conseils et des astuces, il y a de très bons blogs, mais bah, les Américains ont généralement comme 1 ou 2 ans d'avance sur nous, et puis surtout en fait les Américains, il y a une grosse pression concurrentielle sur le contenu, et donc généralement les étrangers, les Anglais, sont beaucoup plus enclins à donner des super conseils que les Français. Alors, pourquoi? Parce que si les Français donnent tous leurs conseils, bah forcément les gens vont pas les contacter. Comme il y a comme il y a moins de concurrence, il y a moins de pression, etc. Quand on est en France, on est moins tenté de faire du contenu de super qualité parce que je l'ai fait moi aussi, hein, c'est pas forcément rentable parce que si vous donnez tous vos conseils dans un contenu gratuit, après c'est compliqué d'aller le vendre en payant. Donc faites-le en français, faites-le en anglais.
Donc une fois que vous avez fait ce système-là, vous avez vraiment brainstormé des idées, vous allez les prioriser. Et les prioriser, en fait, c'est simple, c'est dire, bah, ok, quel est le meilleur impact sur l'efficacité, quel est l'intérêt que je vais mettre ça, et bien sûr, quelle est la rentabilité. Vous mettez trois facteurs comme ça qui sont est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que ça me motive, est-ce que ça va avoir vraiment un gros impact à faire et combien ça coûte et est-ce que c'est rentable. Voilà, vous faites trois critères là-dessus, vous mettez une note de 1 à 10. Alors je vous conseille vraiment de mettre une note de 1 à 10 parce que si vous mettez une note de 1 à 5, tout le monde va avoir les mêmes notes. Donc vous faites ça et en fait vous avez après une petite liste que vous pourrez choisir. Vous aurez un top 3 ou un top 2-3. Donc dedans, moi je vous conseille toujours de choisir un truc quick and dirty que vous pouvez mettre tout de suite en place. Ça, c'est un truc que vous mettez tout de suite en place parce que vous dites ah ouais, c'est une idée super simple. Waouh, j'ai rien à faire. C'est par exemple, je ne sais pas, mettre un prix directement, mettre un bon de réduction, mettre un compte promo dans vos Google AdWords. C'est par exemple mettre une vidéo dans vos Facebook Ads. Enfin bon, voilà, des petits trucs comme ça que vous pouvez mettre immédiatement en place et tester tout de suite. Ensuite, vous avez deux idées qui sont plus complexes à mettre en place et c'est là en fait c'est un peu plus de réflexion et vous allez immédiatement mesurer voir que c'est rentable ou pas. Si vous avez un peu de difficulté à vous dire mais quel est le meilleur, quel est le plus intéressant, vous faites un mini business plan. Alors vous prenez pas la tête mais vous prenez en fait un petit fichier Excel, vous dites bah voilà par exemple si j'augmente mon budget Facebook Ads et je fais des campagnes sur par exemple les passions de mes gens. Par exemple, je vends des montres haut de gamme, voilà. Je vends des montres pour hommes. Et en fait, je vois que mes campagnes AdWords plafonnent un peu. Je vois mes campagnes Facebook Ads, bon voilà, ça c'est pas génial. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mes campagnes Facebook Ads et en fait, je vais inventer un truc. Je vais aller cibler par exemple les gens qui font du golf, parce que les gens qui font du golf sont souvent CSP++, c'est-à-dire qu'ils ont pas mal d'argent. Et donc en fait, je vais essayer de cibler toutes les pages les plus connues sur le golf. Je vais après limiter ça, par exemple, à la région parisienne, parce que c'est là qu'il y a le plus grand pouvoir d'achat, ou alors je vais viser des grosses villes comme Lyon par exemple. Ensuite je vais viser avec un âge qui va être minimum, parce que pour se payer une belle montre il faut avoir une situation intéressante, donc on pourrait dire une trentaine d'années, peut-être entre 27 et 50 ans. Après je peux me dire tiens, les gens qui ont généralement une belle montre, c'est pas forcément les gens qui ont des mômes, parce que des mômes ça coûte cher, donc je vais cibler après dans une autre audience les gens qui n'ont pas d'enfants, voilà. Après je peux cibler comme ça pas mal de choses. Je peux aussi cibler les gens qui aiment la mode. Par exemple je vais cibler les gens qui ont une page, qui aiment une page, par exemple Jagger le Cool, ou des choses comme ça. Donc en fait, je vais essayer de cibler des gens qui ont une belle notoriété. Je vais choisir après aussi des visuels de montre qui sont vraiment intéressants, etc. etc. Je vais après, par exemple, utiliser des outils comme Skrelo, en fait, qui permettent en fait c'est Crello. Je disais Skrelo, mais c'est Crello. Crello qui permet en fait de créer très simplement des petites animations en images, en vidéo, avec vraiment un petit truc assez sympa. Donc en fait, vous utilisez un outil comme Crello, voilà, C-R-E-2-L-O, et vous faites une petite vidéo, une petite animation, et en fait c'est vraiment sympa. Et en plus vous avez des petites inspirations d'idées. Bon là c'était sur le Royal Wedding, ils ont donné pas mal d'idées, mais vous pouvez faire une petite animation vidéo qui est souvent beaucoup plus efficace que d'avoir uniquement une photo, une image. Donc vous mettez une petite photo, vous mettez 2-3 photos si vous voulez, vous utilisez les modèles d'animation qu'ils proposent, et là vous dites tiens, je vais essayer comme ça, est-ce que ça marche pas plus. Donc voilà, donc vous faites vos fameuses idées, là j'en ai sorti 3-4, mais bon c'est des idées comme ça, et bien sûr à chaque fois vous allez diviser ces campagnes, vous n'allez pas faire une seule campagne, vous allez faire plein de campagnes qui vont tester ces différents trucs là, vous allez mettre un petit budget et vous allez voir un peu ce que ça donne. À chaque fois on fait tourner minimum une petite semaine, parce que voire même 10-15 jours si vous pouvez. Pourquoi? Parce que tout simplement une semaine tout le monde n'est pas connecté. Il y a des gens qui se connectent une fois par semaine, qui sont en vacances, ou qui sont pas ceci, qui sont pas cela. Donc il faut quand même une bonne semaine, voire 10-15 jours, histoire que les gens qui sont en vacances, les gens qui sont au boulot, les gens qui n'ont pas le temps, aient le temps de voir votre pub quand même. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez le résultat et vous historisez un petit peu vos tests, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, et vous remettez vos idées que vous n'avez pas prises mais qui étaient intéressantes dans le bac à idées, et comme ça vous pourrez les tester la prochaine fois.
Alors le but en fait c'est après de voir un petit peu ce que ça donne. Généralement vous faites des petits runs en fait de 2 semaines. En 2 semaines comme ça vous aurez le temps de voir un peu les premiers résultats. Souvent d'ailleurs vous le voyez dans les premiers jours. Mais bon si vous avez par exemple je modifie ma landing page ou ma home page, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien ou pas? Voilà. Donc en fait le but c'est de vérifier vos idées et voir si elles sont rentables. Par exemple voilà vous mettez un système de parrainage pour vos clients existants. Par exemple un avantage en nature. Vous parrainez une personne et vous avez le droit à un emballage cadeau, vous avez le droit à un échantillon ou des choses comme ça. Ça c'est vraiment simple. Partager sur Facebook et gagner tel truc. Partager sur LinkedIn et gagner tel truc, etc. etc. Bon, après, il y a les classiques, hein. Je vais pas en reparler 50 000 fois, mais vous avez relancé les paniers abandonnés via du Facebook Ads, du Google AdWords. Vous pouvez également utiliser Mailchimp, qui est assez intéressant. Par exemple, Mailchimp, en fait, vous permet maintenant de retargeter en fait les non-ouvreurs de votre newsletter. Par exemple, si vous êtes un site e-commerce un peu classique, hein, vous avez, je sais pas, 10 000 abonnés à votre newsletter. Bon, 10 000, c'est pas beaucoup, mais on va dire 10 000. Et vous avez à peu près 80% des gens qui ouvrent pas votre newsletter. Et vous avez un taux d'ouverture de 20%, ce qui est pas tout à fait, qui est assez original, enfin assez classique plutôt. Donc en fait, vous avez 80% des gens qui ouvrent jamais votre newsletter, donc vous êtes un peu, un peu à l'abandon sur ces gens-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez un outil comme Mailchimp qui vous permet en fait de retargeter ces personnes-là sur Facebook. Et en fait, vous allez pouvoir après essayer de les réengager avec par exemple un code promo ou une vidéo avec un produit super innovant sur votre secteur d'activité. Voilà. Donc voilà, vous lancez, comme je disais, une campagne aussi de retargeting. Vous pouvez très bien dire, les gens qui sont venus et qui ne sont pas passés par la page de confirmation de commande, vous allez les retargeter. Donc vous faites un petit ciblage classique avec le pixel Facebook. Hein. Vous pouvez faire aussi avec AdWords d'ailleurs. Vous retargetez les gens qui sont venus sur votre page mais qui ne sont pas passés par la page merci d'avoir commandé. Et hop, vous leur proposez un bon de réduc. Le bon de réduc ou les frais de port offerts ou des choses comme ça. Voilà. Autrement, toujours dans l'emailing, n'hésitez pas à faire un petit A/B testing. Moi, je vous recommande d'essayer 2-3 trucs. Le premier, en fait, qui est hyper simple à faire, c'est l'expéditeur. Vous savez comme moi, souvent les gens, en fait, ils trient leurs messages sur leur smartphone et puis ils regardent qui leur envoie un message, l'objet, puis après, ils gardent ils gardent pour les voir souvent le soir ou un peu plus tard. Soit en fait, ils la suppriment directement. Donc faites un petit test. Au lieu de mettre l'expéditeur, la boutique e-commerce XYZ, vous mettez Fred de tel truc ou votre promo, l'offre anniversaire, enfin vous changez en fait l'expéditeur, vous mettez soit le nom d'une personne, soit vous mettez un petit texte, la sélection cadeau ou les meilleures montres, enfin je sais pas, vous mettez un petit truc comme ça, vous faites un petit test et vous verrez ce qui fonctionne le mieux. N'hésitez pas également à faire des petits messages différents. Parce que la plupart des systèmes de newsletters maintenant font du speed testing, c'est-à-dire que vous pouvez très bien envoyer une partie de votre newsletter avec un titre A, une autre partie avec un titre B sur par exemple 25% de votre base, et vous voyez entre le A et le B ce qui fonctionne le mieux, et tac, après vous utilisez celui-là. Donc ça, quasiment tout le monde le fait, donc voilà. Autrement, ce qui est intéressant, encore une fois, on est dans le growth hacking, mais dans la partie un petit peu compréhension du client, parce que c'est pas que des trucs et astuces, comme je le disais, hein, c'est les non-acheteurs. Pourquoi ils n'ont pas commandé? Si vous avez des gens qui ont créé un compte mais qui n'ont pas commandé, c'est pourquoi. Surtout si vous avez un taux important de gens qui sont en panier abandonné, il faudrait quand même se poser un peu la question. Est-ce que c'est les frais de port? Est-ce que c'est un truc qui n'est pas clair, etc., etc. Donc envoyez une enquête par email et n'hésitez pas après à en appeler 2-3 au téléphone. Parce qu'en fait, souvent en fait, on n'arrive pas à trouver la bonne raison. En fait, alors je vous donne une petite astuce qu'il faut mettre en place. Quand vous appelez quelqu'un au téléphone pour avoir un petit peu une idée de pourquoi il n'a pas commandé, vous allez bien sûr lui demander bonjour, voilà, j'ai vu que vous aviez ouvert un compte, vous n'avez pas commandé, blablabla. En fait, souvent la personne va dire bah oui, mais c'était pas bien, c'était trop cher, etc., etc., etc. Si vous le pouvez, ne vous arrêtez pas à une seule réponse de pourquoi. En fait, il faut utiliser le système des 5 pourquoi. Pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez dire, la personne va vous dire, bah oui, j'ai pas commandé, non mais parce que les frais de port étaient trop élevés. Ah d'accord, mais pourquoi les frais de port étaient trop élevés? Qu'est-ce qui se passait exactement avec les frais de port? Bah oui, parce que j'ai voulu commander un fauteuil en ligne et le produit valait 100 euros et les frais de port étaient de 80 euros. Ah, pourquoi? Mais parce que vous vouliez vous faire livrer en express, vous n'avez pas voulu vous faire livrer
dans un magasin, vous n'avez pas voulu vous faire ceci, cela, et la personne dit bah non mais je voulais pas me faire livrer parce que bah, il n'y avait pas le truc relais. Parce que souvent en fait moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a les points relais où il y a les fameuses cases de la poste où on peut aller le chercher 24/24, machin, etc. etc. Ou alors bah, j'aurais bien voulu que bah, il y ait des frais de port moins chers parce que ceci, cela. Donc en fait, en posant 5 fois la question pourquoi, vous allez vraiment aller au fond des choses et vous n'allez pas vous arrêter à la superficialité que disent la plupart des gens. Voilà. Et bon, ce 5 pourquoi également, c'est intéressant de le poser dès que vous avez un problème technique. En fait, c'est dans le bouquin de Eric Rice qui s'appelle Lean Startup, si je me souviens bien, qui explique un petit peu ce système des 5 pourquoi. C'est-à-dire que, imaginons que bah voilà, vous avez envoyé une newsletter, voilà, c'est la promo de Noël, et puis bah, un classique, les liens sont faux. Ne dites pas que ça arrive jamais, c'est un classique. Les liens sont faux, donc après vous dites oh putain on a merdé, ah là là, la prochaine fois on fera attention, et puis bien sûr 3 mois plus tard on est reparti, il y a encore une erreur dans les liens. Donc en fait, dans ces cas-là, il faut passer sur la technique des 5 pourquoi. La technique des 5 pourquoi, c'est dire, ok, pourquoi en fait les liens pourquoi les liens étaient erronés? Ben, on va répondre parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas eu le temps de vérifier, on a envoyé l'utilisateur, on était sous le speed. Ok, alors pourquoi vous n'avez pas eu le temps d'envoyer l'utilisateur, pourquoi vous étiez sur le speed? Ben parce que tout simplement on n'avait pas planifié ça, on a fait ça un petit peu à la dernière minute, et puis on a sélectionné les produits, et puis il y avait Martin qui était en vacances, et puis on n'a pas attendu le retour de Martin. D'accord, ok. Bon alors, pourquoi en fait vous n'avez pas attendu le retour de Martin? Bah parce qu'en fait quand on envoie une newsletter, on veut l'envoyer le jeudi absolument, etc. etc. Et il n'y a pas de procédure, et puis voilà, on fait comme ça depuis longtemps. Ah d'accord, mais pourquoi en fait il n'y a pas de procédure et pourquoi vous l'envoyez comme ça depuis longtemps? Bah parce qu'en fait c'était ce qu'on avait décidé à l'époque, etc., etc. Ah d'accord. Et pourquoi vous n'avez pas décidé de mettre une procédure? Ben parce que on n'y a pas pensé. Ah d'accord. Ben maintenant en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une procédure en place systématiquement avant qu'il y ait chaque newsletter. On va faire ça, 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 ça et ça et ça. Et on n'essaie pas forcément d'arriver à un truc qui est hyper complet, hein, mais on va déjà essayer de répondre à 80% des besoins, en disant bah là, la prochaine fois qu'on envoie un email, systématiquement, on l'envoie à 5 personnes, et ils ont par exemple 1 heure pour aller le lire et le faire valider, etc. Et s'il n'y a pas eu de go de ces personnes-là, on n'envoie jamais l'utilisateur, même si c'est pas le bonjour, même si c'est pas ceci, même si c'est pas cela. Voilà. Donc en fait, le système il est simple, c'est 5 pourquoi, hein, comme je le disais. Voilà. L'autre chose en fait qui est également important, on peut pas tout le temps demander aux non-acheteurs pourquoi ils sont pas achetés, et c'est pas facile non plus de les appeler au téléphone. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser des outils qui permettent d'analyser la navigation, comme par exemple Hotjar.com, Lucky Orange ou UserSnap. C'est des petits outils qui sont pas forcément hyper chers et qui permettent de voir ce que font les gens sur le site internet. Voilà. Alors deuxième point qu'on peut améliorer en growth hacking quand on est dans le domaine de l'e-commerce, c'est identifier les tâches répétitives à faible valeur ajoutée et qui pourraient être automatisées. Le growth hacking c'est une partie de ça. Il faut mettre de l'humain quand il faut, et il faut mettre de l'automatisation quand il faut automatiser des choses. Voilà. Par exemple, en fait, pour le support client, on peut très bien utiliser un chatbot qui va répondre aux demandes les plus fréquentes. Par exemple, est-ce que mon produit a été renvoyé? Est-ce que je peux avoir un remboursement de mon produit alors que je l'ai ouvert? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Donc regardez en fait sur votre site internet si dans les demandes des clients qui sont au support, il n'y a pas 20% des demandes qui sont des demandes hyper récurrentes et que vous pouvez en fait automatiser. Donc là en fait c'est simple, hein, vous allez soit en fait mettre en place une FAQ interactive qui va en fait répondre aux clients, et les gens avant de poser la question au support, en fait ils ont une question qui va apparaître en disant voilà, est-ce que vous cherchez un problème sur un retour de produit? La personne tape dans le formulaire retour de produit, et donc en fait on lui propose toute une liste de choses qui sont liées à au retour de produit, et il peut faire du self-service, soit on fait un chatbot qui va répondre, soit en fait on va avoir un chat humain. Alors moi par exemple en fait sur conseilmarketing.com, c'est pas moi en fait qui répond au chat, en fait c'est mon assistante en fait qui répond au chat. Elle répond à peu près à 90% des demandes simples et répétitives qui arrivent tout le temps, c'est tout le temps les mêmes. Et donc après en fait elle me renvoie en fait les questions complexes à valeur ajoutée, les demandes de devis, tout ça, et ce que je traite moi-même. Donc en fait ça me gagne vraiment du temps, parce qu'avant j'avais 20, 30, 40, 50 messages, et là maintenant j'en traite 4-5 même pas par jour. Voilà.
Donc le but en fait c'est vraiment de chercher à optimiser ses ressources en essayant de délivrer une expérience client optimale parce qu'en fait si vos clients en fait sont déçus, il ne faut pas non plus trop automatiser. Alors, après, il y a des petits outils sympas qui permettent également d'automatiser un certain nombre de choses. Si par exemple vous êtes dans le domaine un petit peu de la mode et tout ça, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle combi.com qui permet d'automatiser pas mal de choses sur Instagram. Sur Twitter, il y a un outil qui est assez sympa qui s'appelle Twakit qui permet d'envoyer automatiquement des messages de bienvenue. Bon, voilà, il y a pas mal de choses. Alors, sachez quand même que ces outils d'automatisation sont interdits par Instagram, sont interdits par Twitter. Il faut être clair, hein, Twakit fait du follow automatique, Twakit fait du message automatique de bienvenue, Combi va suivre les gens, va faire d'autofollow, va faire ceci, cela, c'est interdit. Donc en fait, si vous faites ça, sachez que vous êtes un petit peu en dehors des limites. Alors c'est aussi un petit peu la philosophie du growth hacking, hein, c'est oser en fait contourner un peu le règlement, parce que bon, faire un message automatique de bienvenue, quelle différence entre faire un copier-coller d'un message et le mettre dans Twitter ou dans Facebook ou dans Instagram ou je ne sais quoi, et puis prendre un logiciel qui va faire le copier-coller automatiquement sans que vous ayez à le faire. Donc en fait, voilà, il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. L'automatisation, pour moi, elle n'est pas bonne dans la mesure où on va masse envoyer des direct messages sur Twitter et on va créer des faux profils et tout ça. Ok, d'accord, ça c'est vraiment du truc pourri, mais envoyer un petit message de bienvenue sans faire de copier-coller, bon voilà, il faut savoir être aussi intelligent et pas non plus aller tout faire soi-même, quoi, voilà. C'est l'efficacité maximale, il faut se dire où je perds de l'efficacité et où je peux l'optimiser, voilà. Alors le troisième point en fait que je disais dans cet article-là, c'est analyser ce que font vos concurrents et comment vous pouvez faire pour les contrer. En fait, le growth hacking part vraiment du principe aussi que vous n'avez pas le monopole des bonnes idées. Alors, donc il faut essayer de voir ce que font les concurrents, en particulier les leaders. Parce que par exemple des gens comme Amazon, des gens comme ça, ils ont des personnes, ils ont un bureau qui est là pour faire du design. Vous allez sur vente privée, vous verrez que les gens ils ont là, ces entreprises-là ont des personnes qui sont spécialisées dans le design, dans l'ergonomie, ils font des tests, ils font ceci, ils font cela. Donc en fait, il faut s'inspirer de leurs bonnes idées à eux déjà, d'une part, et ensuite il faut essayer d'aller capter une partie de leur trafic de manière légale. Par exemple, en fait, moi, je recommande d'utiliser un outil comme SEMrush qui permet de voir quels sont les mots-clés les plus générateurs de trafic chez vos concurrents. En fait, c'est vraiment simple, vous regardez chez votre concurrent direct, quels sont les mots-clés qui lui génèrent plus de trafic sur son site. Et après, donc, vous pouvez soit en fait optimiser vos pages fiches produits pour ça, soit vous pouvez par exemple créer un article de blog là-dessus. Imaginons que votre concurrent il est positionné sur guide d'achat appareil photo numérique ou smartphone à moins de 500 € et là en fait vous dites tiens il faut que je me fasse un truc sur comment choisir un smartphone à moins de 500 € parce que je vends des smartphones ou je fais un guide d'achat des appareils photo numériques, etc., etc. Donc en fait, c'est à vous de voir. Et donc avec un petit outil comme SEMrush, on peut par exemple aller regarder le trafic du commerce en sachant quels sont les mots-clés les plus importants. Vous pouvez voir également quels sont les concurrents de votre concurrent, parce que parfois on pense pas à tout, mais certaines personnes ont une concurrence importante et un taux de recouvrement, et vous trouvez des mots-clés importants. On peut également aussi voir les campagnes payantes qu'ils font, les mots-clés qu'ils utilisent le plus dans les campagnes payantes, etc., etc. Donc voilà, là c'est vraiment intéressant, et ça permet aussi, autre chose, d'aller voir en fait comment Google voit votre site. Ça c'est intéressant parce que parfois on se dit mais est-ce que je suis bien positionné pour tel mot-clé, et en fait on se rend compte que on est positionné pour des mots-clés qui sont totalement hors de notre champ d'action, hors de notre gamme de produits. Tiens merde, j'ai du trafic, mais en fait c'est du trafic qui me sert à rien. Ou au contraire, tiens j'ai pas assez de trafic sur un mot-clé qui est stratégique, il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Voilà. Donc ça vous aide un petit peu à améliorer votre référencement. Le quatrième point en fait que je donnais, c'était tester de nouveaux outils et de nouvelles techniques marketing. En fait, le marketing évolue sans cesse et il y a toujours des nouvelles opportunités à saisir pour les e-commerçants. Je vais vous donner en fait quelques astuces en fait, très rapides. Tout le monde ne le fait pas et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment des trucs simples à faire et qui sont vraiment très cool. Le premier truc, ça c'est un truc qui est vraiment bien, c'est le message vocal automatique qui est déposé sur les répondeurs des nouveaux clients. En fait, vous créez, vos clients, ils commandent sur votre site internet, voilà, et dans le process de commande, vous demandez leur numéro de téléphone parce que s'ils veulent être livrés du colis, il faut peut-être que le livreur il ait leur numéro de portable pour être prévenu. Et qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez un système de message vocal, c'est-à-dire qu'en fait c'est un message automatique, un message enregistré qui est déposé sans que le téléphone sonne sur le répondeur du 06 de votre client. Alors on va me dire, ok, quel intérêt de faire ça? Je vais vous dire.
La première chose en fait, c'est simplement leur dire, bah voilà, comment ça s'est passé votre commande, j'espère que le produit vous plaît bien, machin, blabla. Donc déjà le client se dit, waouh, ils m'ont appelé au téléphone rien que moi pour savoir si ça se passe. Ouais, déjà il y a un effet waouh. Deuxième chose, vous leur dites, bah voilà, si le produit vous a plu, bah, n'hésitez pas en fait à laisser un avis sur avis vérifié sur le site internet, sur tel truc, etc., etc., etc. Et là en fait, bah, les gens se disent, ouais, ils ont fait l'effort, ils m'ont appelé au téléphone, etc., etc. Puis le produit il est sympa, donc ok, je vais le faire. Et ensuite, vous dites à la fin, ben, et si vous voulez recommander, on peut vous proposer un petit bon de réduction. Vous avez les frais de port gratuits ou 5 euros de réduction sur votre prochaine commande avec le code promo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc, en fait, grâce à ça, généralement, dans certains cas, on peut augmenter le taux de fidélité de réachat de quasiment 20%. Donc 20%, c'est énorme. Donc en fait, pour ça, on utilise ces petits systèmes donc, de messages sur les répondeurs. Ça coûte à peu près un peu plus que le coût d'un SMS. Hein. Ça coûte, je crois que ça coûte 13 centimes ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est un coût qui est quand même assez ridicule par rapport au chiffre d'affaires que l'on veut réaliser. Donc là, en fait, bah, vous avez juste à créer donc, un process automatique. Dès que les personnes ont été livrées, on envoie un message. Alors bien sûr, il ne faut pas faire un message qui est enregistré. Le message, il doit être fait comme si c'était une personne qui vous appelait au téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez dans une salle de réunion, ou enfin vous mettez dans la salle où vous êtes, dans le bureau où vous êtes, et vous passez un coup de téléphone et vous enregistrez votre truc comme si vous parliez au téléphone. Bonjour, c'est Marc de la société Bidule. Ben voilà, je m'occupe du service client, blablabla, bla bla bla, et je voulais savoir si ça se passait bien. Et ensuite, bien entendu, vous mettez en numéro. Malheureusement, ça c'est le truc qui pêche un peu. Vous mettez malheureusement après le numéro du standard. Donc après, les gens, quand ils rappellent, souvent ils vont rappeler sur le numéro du standard. Mais bon, c'est mieux quand même que d'avoir un 06 qui sonne tout le temps, que ce soit un seul numéro de téléphone quand vous êtes un site e-commerce un peu important. Et ça, c'est vraiment un petit truc cool. Donc les gens, s'ils veulent vous rappeler, ils vous rappellent là-dessus sur le téléphone du standard. Voilà. Alors deuxième chose, il y a un truc qui est assez classique que moi j'utilise sur Conseil Marketing, c'est la notification vers le navigateur. Moi j'utilise Push Response et en fait c'est un petit outil en fait qui permet d'envoyer des messages vers le navigateur. Bah, vous voyez hein, souvent, c'est Push Engage que j'utilise maintenant d'ailleurs. J'ai changé il n'y a pas très longtemps. Donc avec Push Engage en fait c'est un truc qui permet en fait d'aller envoyer des messages via une petite notification sur le navigateur. En fait, les gens quand ils se connectent, ils voient un petit message. Est-ce que vous voulez vous tenir au courant des actualités de Bidule? Est-ce que vous recevoir un bon de réduction de 10 euros? Est-ce que vous recevoir les dernières promotions, etc., etc. Et donc direct comme ça, vous allez recevoir une petite notif qui va vous informer. Enfin, c'est votre client, il va recevoir une petite notification pour se dire bah, tiens, il y a telle chose il y a telle promotion, etc., etc. Donc c'est un nouveau canal de communication. Alors le taux de clic à peu près généralement entre 5 et 8%. C'est pas énorme, mais ça permet quand même d'aller chercher un petit peu de prospects de temps en temps. Voilà. Alors n'en abusez pas parce que les gens en ont rapidement marre. Si vous envoyez toutes les semaines une petite notif, il faut que ça soit vraiment ciblé et important. Voilà. Après, bon, j'en parlais tout à l'heure, on peut également tester les chatbots, ManyChat, Chatful, Eloquent.com sur votre page Facebook pour communiquer via un canal de vente différent. C'est surtout intéressant si vous avez une communauté Facebook très importante. C'est-à-dire que vous avez des gens sur Facebook, malheureusement c'est compliqué de leur envoyer des messages directs à tous. En utilisant un chatbot, vous allez pouvoir leur envoyer un petit message de réengagement en disant tiens voilà, on fait un tirage au sort, on fait un concours, on a une promo, on a un code de réduction pour Noël, est-ce qu'on a une sélection de Noël, on a un guide d'achat pour Noël, etc., etc., un guide d'achat pour la Saint-Valentin, blablabla. Bla bla bla. Donc en fait vous voyez tout ça. Voilà. Vous pouvez également aussi mettre en place l'exit pop-up. Ça en fait, ça se fait de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens ils quittent le site internet, ils ont un petit message qui dit hey, ne partez pas, on vous offre un code un bon de réduction, un code promo pour en fait commander maintenant. Voilà. Donc ça c'est vraiment des trucs à tester que vous pouvez tester vous-même. Voilà. Alors ensuite, WheezyShop m'a posé la question du RGPD. Alors RGPD, donc les règlements généraux de la protection des données. Donc en fait c'est clair que ça va impacter pas mal de choses, sachant qu'il y a deux situations, enfin trois. La première c'est ceux qui sont déjà dans les clous, les gros sites e-commerce, etc. Forcément ils ont juste à changer quelques petits trucs, c'est donc un document à mettre à jour, etc., etc. Il y a ceux en fait qui sont comme moi, qui sont plutôt dans le grès, c'est-à-dire qu'en fait j'interprète de manière intelligente un peu le règlement, je suis la loi, je fais pas des choses illégales, mais des fois bon attends, il y a des choses qui sont débiles. Je vois pas mal de gens en fait par
par exemple qui sont en train de réengager leur newsletter. Ils ont des clients qui sont abonnés il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et voilà, je me suis abonné, je crois, il y a 1 mois dans une newsletter, et je reçois un message, voulez-vous continuer à recevoir nos messages? Je dis, mais attendez, c'est débile, au bout je crois que c'est 1 mois et demi, on va pas me redemander de me réinscrire. Alors là, c'est clair que vous avez flingué toute votre newsletter. Donc en fait, voilà, les gens qui sont des ayatollahs du RGPD, je trouve que c'est un peu bête. Alors à la rigueur, si c'est des gens qui sont non abonnés depuis 10 ans, est-ce que ça vaut encore le coup de leur envoyer des messages? Je pense qu'il vaut mieux les retargeter sur Facebook ou faire quelque chose, mais bon, voilà, il faut quand même être aussi faut un peu réfléchir un peu, faut pas tout prendre au pied de la lettre, voilà. Et au contraire, bah, ça va être compliqué pour ceux qui font du black hat, hein, tous ceux qui sont hors la loi et qui font du spam, etc. Voilà. Donc en fait, moi je dirais que il y a des pratiques de toute façon qui, j'espère, enfin vont être punies. Par exemple, tous ceux qui spamment en fait via des emails LinkedIn qui sont récupérés, récolter des emails B2C sur les forums, utiliser des outils d'automatisation de prospection pour envoyer des newsletters en masse. J'en voyais aussi pas mal de gens qui récupèrent des emails en gros volume et qui utilisent des outils pour nettoyer ces bases, pour envoyer des mailings en spam. Bon voilà, ça c'est vraiment des techniques qui sont rédhibitoires, et voilà, faut arrêter un petit peu tous ces trucs là. Donc je pense en fait de mon côté que le RGPD va permettre en fait à la CNIL de prendre des mesures, et d'ailleurs ça a déjà eu des effets, puisque par exemple un site comme Darty a été sanctionné par la CNIL d'une amende de 100 000 euros. Mais bon voilà, moi sur ce jugement là, si vous souhaitez le regarder, je vous dirais que c'est quelque chose d'un petit peu débile, mais complètement débile. En fait, c'est Darty qui a mis en place une solution, je crois, de service client, pas un prestataire, et en fait à un moment donné sur le web, cette solution là a une option qui permet d'aller consulter des données ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment une URL qui est totalement invisible, un truc qui n'est pas utilisé, qui n'a pas été utilisé, et en fait Darty a été dénoncé par quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui était malveillant, un salarié ou un salarié du prestataire, et hop, les a dénoncés à la CNIL, et en disant voilà, si vous allez sur telle URL qui est bien sûr non visible sur internet, qui n'est pas utilisée, et que vous tapez ça et que vous faites ceci cela, et ben en fait on peut avoir des données personnelles qui apparaissent. Bon, alors vous voyez, c'est une faille de sécurité, mais bon, faut pas non plus être complètement débile. C'est un truc qui était totalement impossible et qui était pas de la mauvaise volonté, qui était uniquement une option qui n'était pas activée. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire que la CNIL va pour moi agir, et quelque part c'est une bonne chose. 2, faut pas non plus être complètement débile là-dessus. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je trouve important. Donc en fait, après il y a WizShop qui m'a parlé en fait de mon bouquin là, le Growth Hacking. Donc en fait, pourquoi j'ai écrit ce bouquin là? Tout simplement parce que c'était un sujet qui m'intéressait, hein, et j'ai décidé de me positionner sur cette thématique. En fait, c'est aussi quelque chose qui est important parce que je le vois partout sur le blogging. C'est devenu très 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 compliqué de sortir du lot, même avec des très bons articles de web marketing, parce que moi je fais 1 ou 2 articles par semaine, et souvent c'est du bon contenu, hein, c'est pas du contenu de merde comme on le voit dans beaucoup de blogs. Et bien en fait ça suffit plus, même en créant du bon contenu comme ça, c'est compliqué de se faire reconnaître. Donc en fait il faut créer l'événement. Créer l'événement, comment on fait? On peut le faire en sortant un bouquin comme je l'ai fait, mais c'est également des événements physiques qui génèrent de la visite, qui fédèrent une communauté, comme le fait par exemple WheezyShop avec le formidable e-commerçant, donc la soirée annuelle qu'ils organisent chaque année, qui désigne les meilleurs commerçants de leur catégorie et qui rassemble vraiment l'écosystème. Donc ça c'est vraiment très intelligent, et voilà, c'est un moyen de se faire reconnaître comme un leader de son activité. Voilà. Donc il faut vraiment sortir du lot, faire de l'hyper qualité, du physique, etc., etc. Donc il faut vraiment se dire ok, je bouge un peu. Voilà. Alors, l'interview se terminait quasiment avec ça. WheezyShop m'a demandé qu'est-ce qu'il y avait dans mon bouquin, le bouquin de Growth Hacking. En fait, il y a un programme en 8 semaines, hein, qui est plutôt fait pour une entreprise qui veut lancer un produit, un concept, un site e-commerce, qui est moins fait pour les e-commerçants. C'est comme plus orienté B2B ou B2C, mais moins e-commerce. Donc en fait, voilà, j'explique un peu comment ça marche. La première semaine, c'est comment on va pouvoir tester un marché, comment on va pouvoir créer son premier site, comment en fait on va récupérer ses premiers prospects, comment en fait on va attirer ses premiers clients en utilisant des techniques de content marketing, comment on va pouvoir trouver des affiliés, comment en fait on
va améliorer sa notoriété, comment on va automatiser, et en fait, à la fin, comment on va pouvoir gérer plus de croissance, générer plus de chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le bouquin vaut 24 euros, il est dispo à la Fnac, il est dispo sur Amazon, il est dispo chez Duno, il est dispo dans les grandes librairies. Et le bouquin, en fait, de 300 pages comprend en plus 4 heures de vidéo où vous avez en fait l'optimisation d'un site existant. Je vous explique un peu comment faire. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des remarques, hein, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message, je suis toujours ravi de l'avoir. Vous pouvez aller sur le site de WheezyShop, donc WheezyShop comme un peu Wizard, hein, WIZISHOP.fr, WheezyShop. Vous avez des commentaires que vous pouvez, sur les commentaires vous pouvez poser des questions supplémentaires. Vous pouvez aller sur mon site conseilmarketing.com, vous pouvez acheter mon bouquin le Growth Hacking, et si vous êtes intéressé par les formations sur le Growth Hacking, vous pouvez également accéder à ma formation vidéo continue qui s'appelle la Star Marketing Academy, donc Star comme une star, Marketing Academy, et donc vous avez tous les mois 1 à 2 heures de vidéo qui sont à la fois sur du content marketing, du web marketing, un peu de growth hacking, un peu de ceci, un peu de cela, et qui vous aident à générer plus de business. Voilà, et ça c'est 25 euros par mois aussi. Donc vous voyez, c'est à chaque fois des tarifs intéressants parce que pour moi, je pense que la connaissance ne doit pas être en fait quelque chose qui est réservé à une élite. Tout le monde en fait doit être capable de s'améliorer, et c'est vraiment important parce que on voit en fait que si en France on veut devenir une nation qui compte vraiment au niveau du e-commerce, qui compte vraiment au niveau du web marketing, il faut diffuser ses connaissances. Il y a plein d'initiatives qui sont intéressantes, la station F, tout ce qui est programme sur la French Tech, etc. etc. Donc la France est quand même très bien au niveau des startups, au niveau des entreprises, malgré ce que disent beaucoup d'entrepreneurs. On a vraiment un contexte qui est vraiment intéressant, et donc il faut favoriser ça, et favoriser la connaissance, et favoriser la diffusion. Et c'est pour ça que moi je m'emploie depuis quasiment 12 ans à diffuser des connaissances marketing, parce que plus les gens sont performants, plus en fait la France entre guillemets va réussir, puisque si on n'est pas capable de générer notre croissance nous-mêmes, forcément il y aura d'autres pays comme les Américains qui sont toujours 1 ou 2 ans en avance sur nous, de croître plus que nous et d'aller un petit peu attaquer nos parts de marché. Donc il faut en fait que les Français d'une manière générale soient plus performants. Bon voilà, c'était le moment Cocorico. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.